Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez ce programme sur La Voix de l'Amérique. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya est le ministre de la Communication et des Médias et même porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il est en tournée ici aux États-Unis et il a accepté de nous donner cette interview. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, cher Antoine. Pendant que nous sommes en train d'enregistrer ce programme, la République démocratique du Congo ou bien les léopards sont en train d'affronter, si vous voulez, la Guinée. Vous voyez, pendant ce match ici de la CAN 2023, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous pensez avoir comme résultat à l'issue de ce match? Ben écoutez, on espère qu'on va gagner. C'est ça ce que nous pouvons nous souhaiter. Nous avons plutôt une bonne équipe qui s'est bien comportée depuis le début. Nous avons eu cette grosse victoire sur l'Égypte après le passage historique au tir au but. Et nos joueurs ont fait montre d'une parfaite maîtrise de la situation, comment ils ont géré la tension, les stress. Et donc là, au moment où nous parlons, le score est 1 partout. On est revenu au score après un penalty discutable. Mais de toute évidence, nous restons optimistes. Nos léopards nous rendront fiers. Entre le sport et la politique, il n'y a qu'un pas. Tout à fait. La question que nous nous posons actuellement, parce qu'au sein de l'Union sacrée de la nation, nous avons vu naître un autre bloc politique. Qu'est-ce que vous pensez de l'apparition de ce nouveau bloc? Écoutez, il faut regarder les choses dans leur contexte et ne pas grossir les faits qui ne méritent parfois pas, ne pas être grossis. Tous ceux qui sont dans ces blocs dont vous parlez se disent être dans l'union sacrée. Nous sommes partis aux élections. Certains groupes, notamment le groupe auquel j'appartiens, nous avions 3 regroupements, ANB, AAD, AB, et nous sommes partis comme ça aux élections. Et d'autres se retrouvent après ces élections pour se réorganiser. Je ne pense pas que c'est des mouvements qu'il faut considérer aujourd'hui qui posent un problème pour l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée est un ensemble qui est autour du président Tshisekedi. Je n'ai pas entendu Vital Kamerhe dire qu'il quittait l'Union sacrée parce qu'ils ont créé le mouvement qu'ils ont créé. Et je vous assure que ce n'est pas ces mouvements-là, ni un autre d'ailleurs, qui peut arriver à mettre la pression sur le président de la République, parce que certains parlent d'un positionnement. Le président de la République, 73% élu, sait pertinemment bien, le moment venu, qui choisira pour occuper quelle responsabilité. Et donc, pour moi, c'est une question qui ne mérite pas l'attention qu'elle a méritée ces derniers jours. Ok, nous avons aussi vu après le processus, nous sommes pendant le processus électoral, mais nous regardons les zones où l'insécurité continue encore à sévir et il y a des élections qui sont prévues normalement être organisées là-bas une fois la paix est rétablie. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation avec l'insécurité? Est-ce qu'il y aura encore les élections dans les zones en insécurité comme à Kwamout et un peu Écoutez, partout? la commission électorale a sorti il y a 2 jours un calendrier électoral qui prévoit l'organisation de ces élections, des élections dans cette partie du pays. Il est hors de question de faire une démocratie à géométrie variable. Ici, la question de la sécurité est prise en charge et nous espérons, et c'est le sens même du travail que fait le président de la République, que les conditions pourront être réunies pour les populations qui sont par exemple dans les parties concernées par l'insécurité pour qu'ils puissent être enrôlés et pour qu'ils puissent être en mesure de voter et de participer aux élections comme l'ont fait les autres compatriotes dans les autres parties du pays. Parce que le président Félix Tshisekedi a fait de la sécurité l'un des piliers de son quinquennat qu'il vient de commencer, alors que nous voyons des tueries à Kwamout et un peu partout. Excellence, qu'est-ce que vous pensez faire en tant que gouvernement par rapport à Je pense l'insécurité? que sur la situation sécuritaire à Kwamout, il y a eu beaucoup d'évolutions, même s'il existe encore des poches où il y a encore des tueries ou quelques actions par-ci, par-là. Il y a l'armée qui s'est déployée aux côtés de la police dans cette région et la situation est plutôt suivie de manière étroite. De même pour l'Est de la RDC où il y a un début du déploiement des troupes de la SADC, où il y a toujours une vigilance qui est observée par nos militaires pour assurer la défense du territoire national. Ici, il ne devrait pas y avoir de doute d'aucune manière sur la confiance que nous devons faire autour du président de la République, commandant suprême,
pour amener la paix une fois pour toutes cette fois-ci dans cette partie du territoire national. Il n'y a pas ce que vous parlez de l'Est de la République. Nous avons suivi parmi des dégâts, parmi des situations d'insécurité un peu partout. Nous avons suivi à Goma où un obus est tombé pratiquement à une école. Vous êtes au courant de Mais cela? nous sommes au courant et nous suivons de près la situation parce que nous savons que tout ça, c'est la résultante d'une politique criminelle portée par le président rwandais. De toute évidence, nous sommes dans une optique où toutes les solutions sont à table, y compris militaires. Et dans les moments venus, pour chaque action comme celle-là, il y aura une réponse proportionnée parce qu'il y a toujours des mécanismes qui sont mis en place pour nous assurer que nous assurons partout où il faut la défense de notre territoire. Parlons un peu de Chérubin Okende, de feu Chérubin Okende qui a perdu sa vie et vous connaissez dans quelles conditions. Et la famille de Chérubin Okende a décidé aujourd'hui de mettre en terre cet ancien ministre des Transports sans connaître l'autopsie. Non, à ma connaissance, je n'ai pas évidemment les derniers détails sur le sujet. À ma connaissance, le parquet était prêt depuis bien longtemps à rendre le corps de notre estimé collègue Chérubin Okende à sa famille et qui avait des discussions qui devaient plutôt se faire au niveau de la famille parce qu'au niveau des parquets, il n'y avait pas de souci. Évidemment, nous savions que des investigations étaient en cours. À ces stades, je pense même que ces investigations sont terminées, mais nous ne connaissons pas encore les conclusions. Peut-être justement que les parquets suivant la logique qui est la sienne, pourra communiquer pour nous donner, parce que c'était une personnalité publique et toute l'opinion nationale est en droit de savoir ce que disent les résultats de l'enquête. Évidemment, c'était ça notre question, parce que beaucoup de gens se posaient la question à quand est-ce que l'on aura les résultats? Non, je pense, d'après ce que j'avais entendu, qu'il y avait une évolution sur le sujet. J'avais eu l'occasion de rencontrer le PGR Vondé à propos, à l'occasion d'une de nos réunions. Mais je pense qu'il avait prévu pour se faire le moment venu, en tout cas dès que tous les éléments seront consolidés, de communiquer à la fois avec la famille et de faire part des résultats de l'enquête. Par rapport à la question, bien au procès Stanis Boujakera, un des journalistes, parce que vous êtes ministre de la Communication et des Médias, nous avons vu, parlant de ce processus, que la défense dénonce même une influence parajudiciaire, comme ils appellent. Y a-t-il un sens à ce que Stanis retrouve sa liberté? Influence parajudiciaire, je ne sais pas cette influence viendrait de qui, parce que moi qui suis ministre de tutelle, nous tous, nous attendons de voir, nous souhaitons que les procès évoluent vite et nous souhaitons que les choses, la justice puisse être faite, parce que ça prend trop de temps. C'est une situation qui est embarrassante à la fois pour lui-même, et d'ailleurs nous lui disons toute notre solidarité, mais aussi pour sa famille. Vous savez, les années qui sont passées, nous avons fait beaucoup d'efforts pour avoir un écosystème des médias totalement assaini. Nous avons fait des réformes comme on n'en a jamais fait avant. Nous avons fait des états généraux. Aujourd'hui, après 27 ans, nous disposons d'une nouvelle loi sur la presse. C'est dire toute la volonté que nous avons de changer l'écosystème. Et la question de Stanis Boujakera, que vous liez, à raison d'ailleurs, avec la mort, la disparition de l'honorable Chérubin Okende, relevé plutôt dans ce qui nous a été dit par ceux qui investiguent sur le dossier de la sûreté d'État, parce qu'il s'agissait d'enquête sur la mort d'une éminente personnalité. Nous sommes aux États-Unis. Imaginez retrouver un congressman mort dans les conditions dans lesquelles on a retrouvé le corps de notre feu Chérubin. Ça peut vous donner une illustration de comment les services vont s'impliquer pour essayer d'apporter la lumière. Et donc ici, l'idée c'est que Stanis Boujakera doit être en mesure d'avoir ses avocats et de répondre et de dire sa part de vérité pour que finalement, que les enquêtes en cours puissent rapidement donner les résultats et pour que nous puissions le voir, pourquoi pas, sortir, si les faits ne sont pas établis, sortir d'où il est. Nous avons vu Jean-Pierre Lacroix à Béni, qui est arrivé à Béni aujourd'hui même, dans le Nord Kivu. Et vous savez que vous avez demandé à la MONUSCO pratiquement de quitter la République démocratique du Congo. Quel bilan faites-vous de la présence de la MONUSCO? Bon, écoutez, le départ de la MONUSCO a été voulu par la population qui ne s'est pas sentie en insécurité. Et il ne faut pas oublier que cette crise du M23 a ramené à la surface beaucoup d'inquiétudes. Et il ne faut pas oublier non plus que la population avait suivi aussi le secrétaire général des Nations Unies dire que la MONUSCO n'était pas en mesure de combattre les M23. Et donc nous, comme gouvernement, comme nous sommes à l'écoute de nos populations, nous ne pouvions que transmettre cette volonté exprimée
par notre population de voir la situation, si vous voulez dire, la MONUSCO partir. Et nous avons convenu avec la MONUSCO, je pense qu'il y a une résolution qui a été adoptée récemment, qui fixe les mécanismes du retrait de la MONUSCO que nous avons voulu progressif, organisé et civilisé. Je pense que Jean-Pierre Lacroix vient dans ces cadres-là. Il y a un plan qui avait été prévu, qui commencerait par Bukavu, par Goma, et puis pour finir par l'Ituri, avec des évaluations prévues pour être sûr que les processus établis ont été respectés. Ici, c'est que nous souhaitons comme gouvernement, parce qu'il est établi qu'en tout cas, si avec la MONUSCO, nous avons connu de progrès par les années dernières, parce qu'il y avait une dizaine de provinces qui étaient concernées initialement, aujourd'hui il y en a 3, ça veut dire qu'il y a eu de progrès. Et donc aujourd'hui, les départs de la MONUSCO, pour nous, est une conséquence logique de ce que nous avons vu ces derniers jours. Mais nous voulons que ces départs se fassent de manière structurée, organisée, civilisée. De manière structurée et civilisée, nous voulons revenir encore un peu sur la situation d'insécurité, notamment à Kwamout, Monsieur le ministre. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller en l'absence de la MONUSCO. La MONUSCO n'intervient pas dans cette partie. Alors, je vois aussi d'autres forces comme les forces de l'Afrique de l'Est. Par exemple, vous avez demandé aussi de plier bagages et de partir, et d'autres formes de forces. Comment est-ce que le gouvernement congolais va s'employer à finir, à terminer pratiquement ces zones d'insécurité? Parce que nous remarquons qu'il y a des zones qui sont presque abandonnées à leur triste sort. Écoutez, toutes les forces dont vous parlez, c'est des forces qui viennent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ce qui concerne les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est clair qu'ils n'ont pas donné les résultats escomptés et ils ont fait preuve à certains égards des comportements qui paraissaient un peu comme complices parfois ou très tolérants vis-à-vis de ceux qui sont considérés comme terroristes par nous. Et donc, il y avait comme cette forme de colère publique. Et vous vous souvenez de l'interpellation que le président de la République avait faite au général qui commandait la mission. Donc, il était logique pour nous que nous ne puissions pas renouveler le mandat lorsque le mandat est arrivé à échéance parce qu'il n'y avait justement pas des résultats, en tout cas tels que nous les souhaitions. Ensuite, il ne faut pas oublier que la première stratégie que nous avons pour régler la question de la sécurité, c'est la montée en puissance de nos forces armées. Nous disposons d'une loi de programmation militaire, nous disposons des programmes massifs de formation, d'entraînement de nos militaires qui feront à ce qu'au bout d'un moment, nous aurons de militaires prêts à relever les défis de la défense du territoire national. Mais parce que la situation sécuritaire dans l'Est et la RDC est un enjeu majeur pour d'autres pays de la région, c'est pour ça que dans le cadre des différents processus dans lesquels nous sommes impliqués, qu'il y a évidemment la SADC qui viendra ou qui est arrivée aux côtés de nos forces pour voir dans quelle mesure on traite la question de la sécurité pour amener la paix dans cette partie du pays. Pendant ce temps, les gens meurent à Kwamout. Pendant ce temps, les ADF sont en train de sévir, de s'aimer un peu de la désolation dans la population. Mais les ADF ne représentent plus la menace qu'ils étaient, en tout cas en termes de proportion qu'ils l'ont été à l'époque. Parce que vous savez que nous avons commencé des opérations conjointes avec l'armée ougandaise et qui continuent jusqu'à ce jour, où de manière régulière, il y a eu des frappes sur des cibles de sites, notamment des formations de ZADF qui ont été détruits. Et vous savez fort malheureusement que les terroristes, que leur mode opératoire repose sur la terreur, pour utiliser les mots qu'il faut. Et cette terreur, ils peuvent s'en prendre à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Surtout lorsqu'ils se savent acculés, ils viennent poser des actes de représailles avec le piège des réseaux sociaux qu'ils essayent permanemment de grossir. Ici, il y a une volonté claire et affirmée, réitérée du président de la République de continuer à œuvrer pour mettre fin à toute forme de terreur et d'insécurité dans tous les coins de la RDC. Patrick Mouyaya, vous êtes ministre de la Communication et des Médias et même porte-parole du gouvernement. C'est vous qui gérez pratiquement les médias des secteurs privés actuellement en République démocratique du Congo. Mais nous sentons une certaine précarité dans le chef du personnel que vous êtes en train de gérer. Écoutez, la précarité que nous connaissons dans les médias est une précarité qui est liée à la précarité du pays. Il ne faut pas parler des précarités des médias dans un contexte où, par exemple, les autres secteurs ne connaissent pas cette précarité, c'est une précarité généralisée. Et il ne faut pas oublier que nous sommes arrivés dans un contexte où les cadres méritaient d'être assainis, parce qu'il y a trop de médias qui parfois ou souvent ne répondaient pas aux critériums. Donc après les états généraux de la communication et des médias, nous avons tracé la boussole.
Et durant ces états généraux, il y avait une commission qui était destinée à la question de la viabilité économique des médias, qui était, je pense, dirigée par le professeur Ekambo, parce que nos médias à l'ère actuelle ne sont pas viables. Lorsque vous regardez, par exemple, le potentiel aujourd'hui, il n'est plus le potentiel qu'il était à l'époque, le journal Le Potentiel. Et donc, j'ai commencé, par exemple, une conversation avec son propriétaire, Mutinga, pour voir dans quelle mesure on peut avoir une conversation avec tous les éditeurs de journaux et voir dans quelle mesure on peut organiser un appui. Non pas seulement un appui matériel, mais un appui en termes de mutation. Parce qu'aujourd'hui, avec l'apparition du numérique, beaucoup des médias passent de l'autre côté, en tout cas sont lus à partir des tablettes ou des téléphones. Il faut s'assurer que nos médias arrivent à faire ces transitions. Ça aussi, c'est un challenge. Et comme nous sommes engagés dans un processus de réforme, regardez par exemple la RTNC aujourd'hui, c'est comment elle couvre la qualité de ces images, c'est parce que nous y avons travaillé. Et le travail de modernisation est en cours, par exemple, au niveau de l'ACP. Le travail de réforme est en cours au niveau du Renatelsat. Mais nous devons ici être en mesure de nous dire que beaucoup qui ont investi dans les secteurs de médias des privés ne sont pas malheureusement des gens qui avaient toutes les compétences nécessaires pour faire ce travail. C'est pour ça qu'on a commencé un travail de salubrité médiatique. Et aujourd'hui, avec les gouvernements, nous continuons à faire ce travail des plaidoyers parce que nous voulons être, nous, en mesure d'apporter l'appui nécessaire aux médias en termes, par exemple, d'un régime d'exonération, d'avantages ou d'appui peut-être matériel pour les journaux. Mais tout ça ne pourra se faire que dans un cadre strictement organisé où les médias sont non seulement identifiés, mais que des médias répondent aussi aux exigences légales ou administratives pour que nous puissions, les moments venus, si nous arrivons à décrocher les moyens pour apporter l'aide à la presse, que nous puissions l'apporter. Et parallèlement, nous continuons de travailler. J'espère que je suivrai maintenant de près, parce que les élections sont passées, la question de l'UNPC pour organiser des élections et avoir un bureau, un nouveau bureau, un nouveau président qui pourra, avec la légitimité qu'elle lui conférera les confrères, travailler à régler des problèmes notamment liés à la discipline, entre guillemets, de certains journalistes ou de certains qui se présentent comme journalistes qui, en réalité, ne remplissent pas les critères. Nous allons terminer cette interview, Monsieur le ministre, mais bien que c'est déjà passé, nous avons vu pendant le processus électoral, le partage de temps d'antenne dans les médias publics était un peu déséquilibré. Bon, écoutez, ça c'est peut-être une question qu'il faut reposer au CESAC, parce que c'est le CESAC qui s'occupait des contenus des médias. Pour ce qui nous concerne, nous nous sommes assurés que, en tout cas pour les médias qui voulaient, par exemple, couvrir, qui avaient besoin d'accréditation, nous nous sommes assurés de les avoir donnés. La campagne est passée, les élections sont passées. Il faut peut-être que chaque institution fasse son bilan et tirer les recommandations pour améliorer pour le processus qui vient. Nous vous le disons, merci beaucoup, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya. C'est moi qui vous remercie.